Salut la daronie! Chaque semaine, la question d'un parent en galère et Slate vous répond avec l'aide d'un ou d'une experte pour tenter de vous accompagner au mieux dans votre job de daron. Cette semaine dans Salut la daronie, on vous parle de Camille qui trouve son fiancé très radin avec ses 2 enfants, une situation compliquée pour elle en tant que belle-mère. Visiblement, le papa nourrit ses enfants avec des aliments de sous-marque et réserve les produits plus coûteux aux adultes. Selon lui, à 7 et 9 ans, ses enfants n'ont pas de palais et ne feront pas la différence entre les deux. Le problème pour Camille, c'est que son fiancé lui a bien précisé qu'il ne voulait pas qu'elle s'occupe de l'éducation des enfants, alors même que les 4 partagent le même toit. Alors Camille culpabilise de manger mieux que les enfants et puis elle trouve son fiancé bien radin dans cette histoire. Mais surtout, elle a peur des potentiels désaccords entre son compagnon et elle s'ils ont un jour des enfants. Elle redoute que ses beaux-enfants ne lui en veuillent et qu'il y ait une trop grande différence de traitement avec leur futur demi-frère ou demi-sœur. En fait, Camille n'arrive plus à rester à l'écart des décisions parentales de la famille. Alors, pour cet épisode chargé en questions, on a rencontré Sylvie Cadol, sociologue de la famille. Elle a fait sa thèse sur les familles recomposées et elle analyse ici la place et le rôle d'un beau-parent dans une famille. Ce qui m'a frappé, c'est que ce monsieur qui ne donne pas à manger à ses propres enfants la même qualité qu'il prend pour lui et sa nouvelle compagne, sauf évidemment quand il s'agit de mets qui ne sont pas destinés aux enfants ou d'alcool, enfin bon, de vin, tout ça, d'accord. Mais quand il s'agit de friandises ou de gâteaux ou de desserts, enfin, ce père me paraît quand même un petit peu radin. Ce n'est pas représentatif de ce qui se fait dans les familles recomposées parce que on attendrait plutôt ça de la belle-mère. Et disons que l'histoire n'a jamais été tendre avec les belles-mères. Revenons en arrière sur l'historique des familles recomposées. Il y avait beaucoup de familles recomposées il y a plusieurs siècles, sous l'Ancien Régime par exemple. D'abord parce qu'il y avait beaucoup d'accidents d'accouchement. Il y avait des mères qui mouraient en couche et il fallait que le père se remarie vite fait pour qu'il y ait une femme pour s'occuper des enfants, et surtout des tout-petits. Donc il y a toujours eu des recompositions familiales, mais c'était dans un contexte de pauvreté et dans un contexte où le statut de l'enfant n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que on pensait que qui aime bien châtie bien. On ne gâtait pas les enfants, il ne fallait pas les gâter de toute façon. Et donc, on exigeait beaucoup d'eux, beaucoup d'obéissance, et s'ils n'obéissaient pas, eh bien, ils étaient frappés, ils étaient punis. Voilà. Certains historiens ont même dit que la mort de la mère était souvent la figure du malheur des enfants. Malheur des enfants qui était amplifié par le fait que le père se remariait avec une femme qui avait avec lui des enfants après, mais de toute façon qui ne s'intéressait pas beaucoup aux enfants issus de la première union du père. Le statut des enfants a quand même beaucoup changé, s'est beaucoup amélioré, d'abord parce qu'on en fait beaucoup moins, et donc on s'y consacre beaucoup plus, et d'autre part parce que on s'est aperçu, enfin il y a eu un certain nombre de révolutions dans la représentation des enfants, dont celle apportée par la psychanalyse, par Freud par exemple, qui fait de l'enfance le sanctuaire de la personnalité de l'adulte futur. Donc c'est pendant l'enfance que se forme la personnalité de l'enfant, et il était évidemment hors de question de l'humilier, de le battre. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne doit plus se faire. Si la vision de la marâtre a évolué, la société attend toujours aujourd'hui des rôles bien différents de la belle-mère et du beau-père. Ce que l'on attend d'un beau-père, c'est surtout une aide matérielle, parce que souvent la recomposition permet à la mère chargée d'enfants, seule, de sortir de la pauvreté, de sortir de l'angoisse financière et matérielle où elle est souvent plongée, parce qu'aujourd'hui, un salaire, et spécialement un salaire féminin, est insuffisant pour élever des enfants. Donc le gros problème des familles monoparentales, qui sont à 85% des mères avec enfants, c'est la pauvreté. Alors, l'engagement de la belle-mère, il est dû au fait que le père attend qu'elle remplace la mère. Et ça, évidemment, elle n'est pas toujours d'accord pour le faire. C'est-à-dire qu'elle pense que c'est lui le père, et qu'après tout, c'est à lui de s'engager davantage, par exemple. C'est quelque chose qui surprend un peu le père qui avait l'habitude que l'enfant soit couché par la mère.
Eh bien, la belle-mère lui dit souvent, écoute, non, c'est à toi, hein, c'est toi dont le baiser du soir va être important, le câlin, c'est à toi de lui raconter l'histoire, etc. Notre belle-mère du jour, Camille, souffre de ne pas avoir une place plus importante dans l'éducation des enfants de son fiancé. C'est à chaque couple de réfléchir et de voir ce qui peut être fait, si vous voulez. Ça n'est pas du tout décidé une fois pour toutes à l'avance, mais il y a des pères, surtout s'ils ont eu une période monoparentale, eux les pères, s'ils ont pris l'habitude de s'occuper de leurs enfants après la séparation, mais avant de recomposer, dans ce cas-là, ils continuent. Là, ça doit être le cas. Manifestement, il y a eu une période où le père était seul avec ses enfants et il a apprécié le fait de prendre en charge l'éducation de ses enfants seul. Et c'est quelque chose d'assez satisfaisant, effectivement. Quand on noue une relation étroite et que l'on voit en quelque sorte l'éducation qu'on donne qui commence à avoir des effets, donc d'une certaine façon, il y prend goût. Nous sommes aussi allés poser quelques questions à Isabelle Sillac, psychologue spécialiste des troubles du comportement alimentaire. Car au-delà d'un différend éducationnel, l'attitude du père avec la nourriture de ses enfants est aussi très problématique. Oui, c'est assez violent. Ils ont l'impression de ne pas être aimés, quoi, pour le dire très simplement. Quand on est enfant, la vie est assez, je vais dire simple. Non, elle n'est pas simple, mais elle se réduit à des choses assez simples, ce qu'on mange, ce que les parents achètent, quoi, ce que les parents donnent, de matériel ou d'affectif. On fait passer beaucoup d'affect par la nourriture, surtout quand on est petit, mais même après. Quand on fait une fête, on mange bien. Quand on célèbre un mariage, on mange bien. C'est une preuve d'affect, quoi. Et là, donner à ses enfants un truc moins bien que ce qu'on mange soi, c'est horrible. C'est vraiment... Pour les enfants, ça veut dire je mérite pas mieux. On leur renvoie une image d'eux-mêmes qui est quand même pas terrible, quoi. Dans les adultes que je vois qui ont des TCA, ils parlent bien évidemment de leur enfance, de comment ils étaient nourris, comment ça se passait à la maison. Il y a toujours un raccrochage à l'enfance. Toujours. L'alimentation, encore une fois, c'est le premier lien aux parents, donc... Le premier de chez premier, quoi. J'ai 3 enfants, ça m'a toujours choqué que dans les restaurants, vous avez toujours le menu enfant dégueu avec le jambon puré ou je sais pas quoi. Il y a cette idée, effectivement, que les enfants, on va pas s'emmerder. En tout cas, on espère que ça aidera tous les parents et toutes les belles-mères confrontés à la même situation. C'était Salut la Daronie, un podcast de Slate Podcast. Salut la Daronie est adapté d'une chronique de Slate.com. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À l'écriture, la présentation et la réalisation, Mona Delahaye. Si vous souhaitez témoigner pour Salut la Daronie, n'hésitez pas à nous écrire à podcast@slate.fr.